Elles m'ont acculé, ces sœurs louves-garous extraterrestres. Maintenant, elles ne peuvent pas s'empêcher de se disputer pour savoir qui est mon partenaire. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Aussi, appuyez sur le bouton s'abonner si vous aimez ce morceau. Au milieu des dunes interminables, le sable engloutissait les jumeaux dans une brume cuivrée, alors que le vieux transporteur de fret de Garrick déchirait l'entrée atmosphérique et rugissait à travers les cieux désolés de Kéhéri 3. Des étincelles scintillaient, comme des lucioles oranges, alors qu'elle descendait. Bien qu'il y ait des klaxons partout dans le cockpit, il maintenait une prise ferme sur le manche, car la peur ne guérissait jamais le métal. Tous les voyants se sont éteints d'un coup, alors que des sous-systèmes entiers s'éteignaient de manière saccadée. Mais il réussit à diriger le vaisseau endommagé dans une glissade inclinée qui fendit le désastre imminent jusqu'à une dernière collision saccadée qui enfouit le ventre dans le sable. Son dos a été épargné par l'arrêt violent causé par la végétation désertique qui a ralenti la glissade juste assez. Alors qu'il trébuchait en descendant de l'écoutille, il le frappa comme une forge. L'odeur de fils brûlés flottait dans l'air, mais il ne pouvait pas détacher ses yeux d'une forme métallique brillante, partiellement submergée à proximité. Le couvercle d'une capsule d'évasion élégante a été soufflé. Des stroboscopes rouges clignotants illuminent la poussière dans l'air. De l'intérieur des débris, un cri aigu s'éleva. Sans réfléchir, Garrick sauta à travers le sable, calculant mentalement les meilleurs itinéraires autour du métal tranchant, tout en saluant d'un ton apaisant qui exhalait du pouvoir sans intimidation. Courant sur le sable qui lui dévorait les pieds, avec son gilet trempé de sueur pendant sur sa flanelle, il atteignit la capsule au même moment qu'un profond grondement émanait de son intérieur ombragé, où une silhouette non identifiée tentait de se lever avant de retomber. Une fourrure noire emmêlée couverte de liquide de refroidissement et de sang. Garrick prit quelques instants pour évaluer les griffes rétractables, un signe de retenue, pas de folie, avant de prendre délicatement le bras mou dans un berceau qui lui arracha un sifflement surpris. Sa voix était aussi ferme qu'une clé dynamométrique lorsqu'il parla « Reste immobile, ami. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. » Malgré la douleur, ses yeux dorés fendus s'écarquillèrent, perçants. Mucle l'avait rendue lourde, mais la déshydratation l'avait rendue légère. Il se préparait à la porter ou à la tirer vers le lac de l'Oasis, qu'il avait vu au-delà des troncs de palmiers brisés, tout en examinant les brûlures sur son armure, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas porté d'équipement de protection lors de la rentrée atmosphérique. Bétent, les paumes Lita se précipita dans une toile. Avec la douceur rapide aiguisée par des années à réparer des trous plutôt que de la chair, il la plaça sur un lit de camp usé, chercha dans son sac de la mousse de scellement et utilisa un tricoteur d'os. Elle s'est crispée au sifflement antiseptique, les dents serrées si fort qu'elles auraient pu briser la pierre, les oreilles plaquées à plat, jusqu'à ce que le tricoteur d'os bourdonne sur la fracture, atténuant la douleur la plus vive, sachant que tous deux avaient cédé aux mains fermes. Finalement, elle se laissa aller à contre-cœur pour se soulager, puis d'une voix à la fois rauque et mélodieuse, elle parla. « Tu as pris des risques pour moi, humain. La vie lie les morts, » dit-elle à voix haute. Garrick, cependant, n'était pas d'accord et murmura quelque chose sur la façon dont les bonnes personnes traitaient les blessés. Il doutait cependant qu'elle puisse l'entendre à cause du vent qui frappait la toile de la tente. Une deuxième silhouette se matérialisa dans l'ouverture. Elle était plus grande, plus large d'épaules et couverte d'une fourrure violette hérissée sous une armure de scout endommagée. Avec la main levée, elle lança un regard noir à Garrick avant de se diriger vers le patient. Des griffes de plasma craquaient dans sa paume. Eureka d'un contact humain d'un autre monde. Elle grogna et exigea de savoir qu'il n'avait aucun droit sur toi. Les doigts, tachés de graisse de Garrick, étaient écartés. Sa réponse était d'un ton dépourvu d'intérêt pour revendiquer qui que ce soit. Il s'appelle Garrick et travaille comme charpentier de marine. Tout en gardant son calme, le nouveau venu souffla, mais s'abstint d'utiliser ses griffes. « Je suis Layla, sœur Alpha. Tu ne me dois rien humain, mais la loi du clan dit le contraire, » dit Aylen.
Un léger mouvement des oreilles indiquait un amusement réticent, alors que Garrick marmonnait que les lois du clan étaient illogiques quand les moteurs prenaient feu. Alors que le son de nombreuses turbines balayait les dunes, le bref moment de silence fut brisé. Réveillé par des signaux de détresse et des droits de récupération exprimés par des tirs de blaster, le cartel de récupération se met en route. Alors que Lela Reluctan reconnaissait à contre-cœur l'évaluation humaine, ses oreilles se redressèrent et une pointe d'appréciation se glissa dans sa voix. « Nous devons résister aux attaques du cartel ou mourir. » Garrick a désigné son transporteur blessé et a dit qu'il pouvait fabriquer des bombes de congélation instantanée à partir de réservoirs de liquide de refroidissement restants pour ralentir l'attaque initiale. Alors que Leah Wade argumentait contre la nécessité d'un partenariat temporaire, Aylen hocha la tête résolument. Ils reçurent des protège-poignets récupérés de Garrick pour un plaquage supplémentaire et il se mit à charger des réservoirs de liquide de refroidissement sur un traîneau gravitationnel. Les sœurs se tenaient à ses côtés, leurs yeux violets et dorés, l'observant intensément, et il feignait de ne pas remarquer leur regard possessif de temps en temps. Les jumeaux SNS se déversaient derrière l'horizon déchiqueté et Garrick sentit le sable et le destin sous ses ongles alors qu'il resserrait les poignets effilochés de sa flanelle, priorisant la survie avant tout. Toute dispute en gestation devrait attendre la fin de la nuit, cependant, car les turbines des pillards rugissaient plus près, promettant une violence imminente quelque part au-delà de la dune. Alors que l'obscurité descendait lentement sur l'oasis, elle remplaçait la lumière aveuglante des deux soleils par de douces poches d'ombre bleue. En gratitude pour ce don d'obscurité, Garrick traça laborieusement des cercles autour du petit camp, répara les sangles lâches des bombes de refroidissement à moitié enfouies, enfilant le fil d'allumage à travers les broussailles épineuses où un faux pas déclencherait le circuit et enfonça des runes d'avertissement peu profondes dans le sable afin que ses pieds fatigués puissent encore sentir les crêtes surélevées de ses pas. Confia son idée. Alors qu'Aylen se glissait sous la douce lumière d'une bougie, le silence intime de la tente n'était troublé que par le bourdonnement occasionnel du filament de carbone du tricoteur d'os glissant doucement sur son bras bandé et la montée et la descente rythmique de sa poitrine indiquaient qu'elle passait une bonne nuit de sommeil. Chaque fois que Garrick jetait un coup d'œil sous le rabat pour inspecter les bandages, il remarquait des traits qu'il n'avait pas observés la veille. Le grain a été peigné pour révéler l'éclat de la fourrure de minuit. Le léger mouvement des oreilles autrefois aplaties, maintenant arrondies. Quand elle fantasmait de courir librement sur l'herbe, ses griffes se pliaient d'une certaine manière. La gratitude, l'affection et la tendresse ne sont pas la même chose que la possession, devait-il se dire. Malgré sa générosité, il n'avait toujours pas son mot à dire dans les complexes politiques de clan qui se dérouleraient sans aucun doute après le lever du soleil. Mais la vérité restait qu'il l'avait tiré des décombres, avait bandé ses blessures et avait ainsi lié sa propre vie à la sienne du moins jusqu'à ce qu'ils traversent tous les deux la folie prévue de la nuit. Une odeur d'ozone et de métal usé fit déchirer la toile vers l'intérieur. Avec son pelage violet hérissé comme des étincelles d'une forge, Lela entra d'un pas décidé. Ses yeux d'améthyste en fusion se dirigèrent vers le corps accroupi de Garrick, puis vers sa sœur allongée sous la toile, notant rapidement l'emplacement des bandages, la proximité et l'intimité implicite comme un assassin évaluant une menace. En réponse, ses griffes de plasma s'illuminèrent, éclaboussant les murs de la tente de arcs de violet irréguliers. Pourtant, la voix de l'extraterrestre toujours calme, mais avec une cadence de cheval, ordonna à son frère de descendre, expliquant que la peau plus douce de l'ingénieur lui avait sauvé la vie. C'était avant que l'allégation ne dégénère en violence. L'impact des mots était semblable à celui d'une grenade à impulsion. Les poils de Leela se hérissèrent de plusieurs crans alors qu'elle raidissait les épaules de honte. Sa voix oscillait entre la colère et l'inquiétude confuse alors qu'elle exigeait de savoir pourquoi Garrick sentait le liquide de refroidissement fraîchement renversé plutôt que la peur, étant donné qu'il savait qu'une loi de clan désignant un sauveur pouvait le revendiquer.
il jura une dette de vie instantanée. Alors qu'il continuait à s'agenouiller près de la trousse de secours, Garrick expliqua calmement qu'il n'avait rien revendiqué, une expression que même la lumière de la lanterne ne pouvait complètement masquer, comme de la fatigue. Il bandait les blessures parce que la moralité et non la conquête dirigeait ses actions. Bien que les lèvres de l'extraterrestre se tordent en un demi-sourire, la tension dans l'espace confiné semblait assez épaisse pour étouffer un filtre à air. Un désaccord est néanmoins survenu. Une dispute animée, caractérisée par un dialecte piégé et un jargon commercial haché, dans laquelle les deux sœurs prétendaient avoir le dessus pour décider de leur propre destin, tout en s'accusant mutuellement de profiter des traditions du clan. Les revendications et les contre-revendications se déroulaient concernant les points suivants: l'individu responsable de la détection du transporteur de Garrick à l'avant-poste frontalier du quai de ravitaillement. Il y a 3 cycles, celui qui avait suivi le signal de détresse, jusqu'à Kehri 3. Celui qui avait saigné sur l'alliage chaud, avant tout contact humain avec la fourrure. Celui dont les griffes s'étaient effleurées, jusqu'à ce que l'air sente le fer chaud. Et enfin, celui qui avait versé du sang sur l'alliage chaud. Une attaque de l'hôtel-camion ne se souciait pas de savoir quel sitter faisait l'annonce la plus forte, et les turbines de récupération parcouraient déjà les dunes, donc Garrick n'avait d'autre choix que de leur crier dessus. Son réalisme implacable, exempt d'excuses ou de flirt, était plus puissant que n'importe quel ordre crié pour calmer la tempête furieuse. Les sœurs se figèrent en dentelle, laissant le tourbillon éclabousser dans le silence abrupt, et Leila rengaina ses griffes avec la solennité gracieuse de celle qui concède une trêve temporaire plutôt que d'abandonner un principe. Pendant que Garrick changeait la cartouche d'hydrogel usée dans son arme, le but sous-jacent émergea enfin, se déroulant avec réticence à l'admettre. Lors de sa première mission, Lien a recherché des composants anciens de Stargate enfouis sous ces dunes dans l'espoir qu'ils puissent mettre fin au conflit civil sur leur monde natal. Même si Lila était furieuse que les anciens du clan aient transformé la mission en quête de partenaires pour recruter un passeur humain, elle admit qu'elle avait suivi Garrick il y a des mois, avec l'intention d'échanger pour ses accréditations de Car-Runner, mais qu'elle avait fini par écouter ses blagues sur la frontière et avait oublié d'envoyer le signal d'extraction nécessaire pendant qu'elle était distraite par son humour autodérisoire. Un oubli. Ce que les sages anciens voyaient comme une relation amoureuse à la place d'une empathie hésitante. Leur rappelant que les stratégies développées dans des salles de guerre lointaines parvenaient rarement à la réalité du terrain, Garrick accueillit chaque révélation sans cligner des yeux. Que des mercenaires financés par les cartels en soient responsables, c'était ce qui importait. Il semblait que les mêmes vieux gardes se rapprochaient d'eux, et à moins que les 3 ne coordonnent leurs efforts, le seul procès de lien que quiconque verrait au matin serait leur corps carbonisé par le soleil. Garrick avait l'impression d'être un étranger dans sa propre tente, alors que les sœurs échangeaient un regard si chargé d'animosité, de jalousie et de ressentiment. Dans la reconnaissance de Kurt, un partenariat fut finalement scellé lorsque Aylen tendit une main griffue vers sa sœur et que Leila l'embrassa. Ils l'ont choisi non pas parce qu'il l'a insisté. La nouvelle solidarité a abouti à un travail furtif et efficace. Les traqueurs nocturnes étaient perplexes alors que Leila rôdait autour du périmètre dispersant de la poudre masquant les odeurs. Les extraterrestres étaient aussi précis que des bijoutiers lorsqu'ils ajustaient les vannes de pression sur les bombes de refroidissement. Afin de créer un émetteur de pulsations excessivement puissant qui submergerait les détecteurs thermiques avec des signatures fantômes, Garrick a reconfiguré une bobine inertielle qui était en panne. Aussi loin que le lointain bruit d'applaudissements, le vent faisait bruisser les palmiers. L'effort était entrecoupé de moments plus légers. Lila a été taquinée par Aélien pour avoir trébuché et la sœur Violette a dû prétendre qu'elle pouvait le faire les yeux bandés. En ce qui concerne Garrick, au moins, ils n'ont pas insisté pour marquer chaque appareil avec des runes de sang. Une croyance ancienne des cavaliers concernant l'impureté et la laideur, ce qui a fait éclater de rire les 2 dames loups et a fait sourire Garrick de manière incontrôlable.
À zénith, où les doubles lunes convergeaient à l'oasis, avait pris l'apparence d'un refuge trompeusement serein. Cependant, il savait que chaque pierre servait désormais de fil de fer, chaque gourde d'eau déclenchait une charge, et Garrick avait tous les angles d'approche possibles schématisés dans son esprit. Les horloges étaient divisées. Assis en tailleur à l'entrée de la tente, avec son arme posée sur les genoux, Garrick a choisi de prendre le premier quart de travail, tandis que les sœurs prenaient place de chaque côté du tapis de couchage. Les queues se détendirent de leurs boucles protectrices. Leur respiration devint rapidement synchronisée, créant un rythme partagé qui berça la nuit dans un sommeil rappelant un doux tambourinement. Alors que l'odeur de l'ozone commençait à persister, l'homme serra son poing autour de la crosse du fusil et murmura au sable « Je ne me suis pas engagé dans une épreuve de lien, mais je vais aller jusqu'au bout. » Un bon ingénieur ne laissait jamais de travail inachevé sur l'établi, que ce soit une machine, une promesse ou une trêve fragile. Ses yeux restèrent de fixés sur les dunes, alors qu'il hocha la tête dans cette direction. Une crête lointaine scintillait avec l'éclat atténué des gaz d'échappement des turbines, et il serra fermement la crosse de son fusil. Le bruit de 2 bottes irresponsables crissant sur le sol troublait le silence plutôt que le rugissement d'un blaster. En raison de l'expérience extensive de Garrick à traverser des postes de contrôle frontaliers sans loi et des avant-postes de récupérateurs, ses instincts se sont déclenchés avant même qu'il ne puisse réfléchir. Derrière lui, il tira sur le fil de fer, ce qui fit provoquer une détonation silencieuse et concussive du canister enterré près de la saillie rocheuse éloignée de l'oasis. Dans un élan de glace violette, l'explosion illumina le désert, transformant l'air en pointes scintillantes qui éclatèrent en éclats déchiquetés lorsqu'un malheureux éclaireur s'avança droit dans le rayon d'explosion. En un clin d'œil, sa silhouette apparut, avant que le tsunami ne le projette en arrière comme une poupée de chiffon. Sans attendre que les autres se dispersent, Garrick passa à l'action. Sans intention de frapper, mais pour faire baisser la tête à l'adversaire, il était déjà debout et tirait 2 rafales brèves vers l'entrée du canyon. Son derrière était la source d'un faible grondement. D'une voix urgente, l'extraterrestre cria les emplacements des cibles en utilisant des traces olfactives que les humains ne pouvaient pas percevoir. Alors que les signatures thermiques commençaient à se rassembler sur le flanc gauche, Layla passa près de lui, sa fourrure flamboyante comme une bannière de bataille et ses griffes brillantes. L'oasis est passé d'un camp paisible à un piège stratégique en un instant. La bobine inertielle du vaisseau et un noyau récupéré ont été utilisés pour alimenter l'émetteur de pulsations rudimentaires de Garrick, qui a envahi le champ de bataille avec un chant de faux échos tout en hurlant de rétroaction. Les casques de l'ennemi étaient inondés par un déluge de formes vacillantes et flamboyantes, tandis que les détecteurs thermiques hurlaient avec des cibles fantômes. Il y eut une rafale de tirs de fusil de récupérateurs. Des faisceaux d'énergie bleue tranchent à travers des palmiers innocents avant de ricocher de manière aléatoire sur la plage. Layla profita pleinement du chaos en se lançant griffe en avant sur une dune escarpée et en s'écrasant sur 3 mercenaires qui tentèrent de contourner largement derrière la couverture de Garrick. Alors qu'il résonnait à travers les dunes, on pouvait entendre le crissement des griffes sur le métal, le grondement des avertissements et le bruit sec d'une cellule plasma tombée au sol. Pendant ce temps, Alien avait méthodiquement et précisément progressé vers le périmètre où elle avait neutralisé les éclaireurs les plus prudents en se faufilant entre les ombres des palmiers et en utilisant le terrain. Garrick utilisait un feu de couverture pour couvrir ses angles morts, mais il prenait un plaisir sombre à voir les sœurs se déplacer si précisément qu'il n'avait pas besoin de les aider beaucoup. Mais ce n'était pas une équipe de reconnaissance ordinaire. Un nouveau bruit perça à travers les coups de feu alors que les minutes se transformaient en longues rafales de combat. Le sable sous les pieds de Garrick tremblait à cause d'un faible bourdonnement résonnant. Lorsqu'il tourna son regard vers le sommet oriental, une éclatante lame de métal sombre surplombait les dunes. Un petit esquif des sables avec des supports pour mitrailleuses antipersonnelles et une piste manifestement destinée aux poursuites rapides.
L'emblème du cartel Bone Claw était peint sur le mur en marque de coupure cramoisie. Quiconque a tenté de faire passer clandestinement de la technologie au-delà des frontières de Starbone la reconnaîtrait immédiatement. Garrick pouvait tout de suite dire que les explosifs faits maison et les émetteurs de chaleur ne tiendraient pas face au feu constant d'une massive tourelle à répétition qui pivotait en avant avec une menace grinçante. Il cria aux sœurs de retourner à la piscine centrale où les restes du transporteur gisaient comme un artefact semi-enterré. Au lieu de discuter, Leila fit demi-tour en pleine charge, commença une course arrière et rattrapa Garrick alors qu'il glissait derrière le propulseur brûlé du camion. Juste quelques secondes après, Ailien se lança à sa poursuite hors d'haleine, mais indemne son pelage couvert de suie et de triomphe. Elle a déclaré sèchement qu'ils avaient amené un traîneau de tourelles. Ils ne viennent pas pour nous attraper. Ils ont plutôt l'intention de nous détruire. Alors que Garrick ouvrait en force le paquet d'urgence fixé au flanc du transporteur, il murmura entre ses dents. Il venait de récupérer son dernier approvisionnement de gel de réparation qui est hautement combustible lorsqu'il n'est pas cuit et généralement utilisé comme scellant structurel. Il dit doucement « Si nous ne pouvons pas les surpasser en puissance de feu, nous les surpasserons en intelligence. » En éclaboussant le gel sur le bord du cratère le plus proche de la trajectoire prévue de la tourelle. Après avoir étudié les tactiques du cartel, il savait qu'il tenterait probablement de flanquer depuis les hauteurs en se déplaçant largement. Il donna à Ailén la gâchette après avoir habilement inséré un détonateur fabriqué à partir de l'ancien noyau stabilisateur. Cela finira par s'aligner. Reste calme. Avec une position accroupie et un regard de prédateur, elle observa le traîneau et hocha la tête. Malgré la présence d'une floraison désertique derrière un vaisseau, Garrick conduisit Leila à la dune opposée et planta un dernier piège de refroidissement à côté du passage étroit. 2 mercenaires supplémentaires s'approchaient, leur confiance et leur armure les rendant insouciants. Lors du dernier virage du traîneau vers la haute crête, sont alors que le châssis de l'alien projetait de longues ombres sur le petit cratère, la gâchette fut tirée. Une traînée de flammes bleues éthérées, allumée par le gel de réparation, traversa le sable comme un éclair avant de se courber sous les stabilisateurs du skiff et de s'enflammer. Bien que l'explosion qui suivit ne fût pas tonitruante, elle était précise. Une détonation de gaz à haute pression qui a mis le traîneau à plat sur le côté et détruit ses cellules de batterie. L'explosion fit trembler les os de Garrick de joie, et le sourire de Leila était si large qu'il ressemblait à des dents. Le reste des mercenaires du cartel trébuchèrent, se dispersèrent et revinrent en titubant d'où ils venaient. Après que Garrick ait relâché un souffle qu'il retenait, il activa la commande d'urgence de l'émetteur, coupant les faux signaux de chaleur et arrêtant temporairement le chaos. Les dunes étoilées étaient voilées de fumée. L'oasis était dévastée avec des palmes brisées et de l'eau teintée de suie noire provenant de câbles fondus, mais elle leur appartenait pour le moment. Les conséquences se sont manifestées dans un silence complet, seulement interrompu par le bourdonnement occasionnel des composants défectueux, ou le faible grondement des skimmers lointains qui ne posaient aucun danger immédiat. Assis contre la coque arrière du transporteur, Garrick reposait sa tête sur le métal brûlé, et ses mains tachées de suie et de résidus de gel étaient noires. Ailén s'agenouilla près de l'étang, essuyant soigneusement le sang de ses avant-bras, tandis que Leila tournait en cercle serré, marmonnant sur le manque de discipline dans la deuxième vague du cartel. Ce n'était pas une patrouille, finit par dire Garrick. Les 2 sœurs étaient d'accord avec lui pour dire que c'était une équipe d'assaut sanctionnée. « Le clan veut que je parte », ajouta-t-il. « Pas à cause de qui je suis, mais à cause de ce dont je suis capable. Mon vaisseau, mes codes d'accès et ma connaissance des schémas de porte. » Ailén n'a jamais rien dit de juste, mais quand leurs regards se sont croisés, elle a reconnu, avec plus que des remerciements, que ce n'était pas juste une escarmouche. C'était un tournant. Elle a dit qu'il pensait que tu serais faible, facilement manipulable et seul.
Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était que tu te battras à leur côté et que tu ferais un choix. Garrick prit une profonde inspiration et jeta un coup d'œil aux deux femmes qui se trouvaient maintenant face à lui. L'une d'elles avait de la suie sur son pelage et l'autre enfonçait ses griffes dans le sable. « Je n'ai choisi aucune de vous, » dit-il, « pas encore. J'ai choisi de ne pas être exploité. Je ne laisse pas les choses à moitié finies et en ce moment, cela inclut de vous aider tous les deux à survivre. » Une étrange paix s'installa entre eux. Lila croisa les bras légèrement irrités. « Nous n'avons pas demandé que tu choisisses. » Mais son ton manquait de chaleur. Eliane inclina la tête. « Tu es resté. » Garrick laissa le silence s'étendre à nouveau avant de répondre. Ils se disputeraient à nouveau bientôt. Garrick le savait, mais pour l'instant, sous la lumière lunaire fragmentée et au milieu des ruines d'un champ de bataille qu'ils avaient gagné ensemble, ils se laissaient croire, ne serait-ce que pour un instant, qu'ils n'étaient peut-être pas complètement acculés après tout. Ce n'était pas le silence de la tension, mais celui qui suit une survie mutuelle. Cela rend même les alliances compliquées solides, ne serait-ce que pour la nuit. Peut-être juste, peut-être commençait-il à se comprendre. Lorsque le vent se calma dans le désert emportant avec lui les derniers vestiges d'ozone brûlé et les braises vacillantes, Garrick réalisa que la paix n'était que passagère. Il s'accroupit à côté du transporteur qui avait été partiellement enseveli, ses doigts fouillant le sable noirci à la recherche d'indices sur ses défenses improvisées. La bataille lui avait laissé deux alliés peu fiables, un vaisseau brisé et aucun chemin clair à suivre. Cependant, quelque chose de fondamental avait changé. Ailien se déplaçait différemment, moins sur la défensive. La plupart des bombes de refroidissement avaient été utilisées, l'émetteur était grillé au-delà de toute réparation sur le terrain et le fusil à répétition qu'il avait utilisé, plus tôt, crachotait maintenant lorsqu'il pressait la gâchette. Ils se tenaient tous les trois au-dessus du cratère où le skiff du cartel avait explosé sa coque brûlée crépitant alors que la chaleur se dissipait dans l'air frais de l'aube et Lila le regardait toujours comme s'il allait s'enfuir à tout moment, mais elle laissa tomber ses griffes dès qu'il ouvrit la bouche. Cela lui en disait long. Alors que tout le monde évitait le sujet depuis le premier tir, Garrick finit par prendre la parole. La prochaine fois, ils n'enverront pas de scouts seuls. Soutien aérien. Marcheurs, s'ils peuvent les faire passer au-delà de la crête et peut-être même un drone chenillé. Nous devons nous mettre en route avant qu'ils ne reviennent pour finir le travail. Ailien s'agenouilla à côté de l'épave, son regard cliniquement détaché scrutant le châssis à moitié fondu. Ce n'est pas notre intention de transformer cet endroit en cimetière, mais il y a de la technologie enfouie là, ainsi que de vieux conduits. Je peux les sentir vibrer sous le sable comme des os sous la peau. Les vestiges de la porte des étoiles ne sont pas loin, peut-être à 2 kilomètres enfouis, juste sous le bord du canyon. Lila plissa les yeux avec surprise en parlant sans émotion, mais Garrick détecta le tremblement sous la certitude. Ils n'ont pas besoin que la relique fonctionne. Ils ont besoin que nous soyons distraits assez longtemps pour nous piéger. Son ton était amer, mais Garrick n'entendit pas de jalousie cette fois. « Tu nous mèneras directement à un autre combat. Si les anciens ont déjà marqué ce site et financent le cartel, alors cette technologie de porte est un appât. » Il perçut un ton plus préoccupant, celui qui laissait entrevoir une terreur non pour elle-même, mais pour sa sœur et peut-être même pour lui. Garrick, prenant le contrôle avant que leur dispute ne s'intensifie davantage, annonça qu'il se dirigerait vers le canyon ce soir pour se ravitailler en tout ce qui avait survécu à l'épave de l'eau des charges et tout le reste avant de continuer sans plus tarder. Comme si nous étions des appâts, c'est nous qui avons ferré le crochet. Ils travaillaient dans un silence presque complet, celui qui vient du fait de travailler ensemble plutôt que d'être en paix. Garrick, serrant les dents lorsque le circuit imprimé le choqua, en plein assemblage, refusa de lâcher prise jusqu'à ce que le pistolet à impulsion compacte cesse d'étinceler et commence à bourdonner correctement, utilisant 2 douilles de blaster carbonisé et le noyau d'allumage d'un soudeur à fusion.
Sans dire un mot, Leela observa Ailien remodeler habilement son armure en pliant des bandes d'alliage fondu récupérées de la coque du transporteur autour de ses articulations d'épaule et de la base de sa queue. Au lieu de critiquer ou de corriger, Leela offrit à Ailien un morceau de sa propre armure, retirant silencieusement une plaque d'épaule renforcée et la lui donnant. Sans faire de bruit, le geste fut échangé entre eux. Garrick resta silencieux, mais il savourait le moment. Les expressions subtiles de confiance parlaient plus fort que les eaux vertes. Au coucher du soleil, ils avaient rassemblé tout ce qu'ils pouvaient dans 3 sacoches. Le soleil avait disparu sous l'horizon, mais la tension persistait. Alors qu'ils quittaient l'oasis, ils étaient enveloppés dans l'obscurité, avec seulement la faible lumière des étoiles et l'éclair occasionnel d'un orage lointain pour les guider. Le désert s'étendait devant eux vaste et dangereux, avec du sable qui dissimulait des dangers et des pentes abruptes qui pouvaient casser des chevilles, ou pire. Ailien guidait ses pas avec une étrange capacité à entendre quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. Avec ses oreilles frémissant en synchronisation avec les fréquences pulsant sous la surface, Leela se tenait silencieusement aux côtés de Garrick, restant assez proche pour qu'il puisse sentir le mouvement involontaire de sa queue sur le dos de ses bottes. Garrick maintenait une faible tension sur son fusil à impulsion. Il avait une main sur un lecteur de navigation qui clignotait plus souvent avec du statique qu'avec un signal, mais il ne lui faisait pas confiance. Il avait foi dans le mouvement assuré et imperturbable de l'alien, qui restait constant même lorsque le sol devenait de plus en plus inégal et que des taches bleues étranges commençaient à percer le sable comme les veines feintes d'un organisme extraterrestre pulsant sous leurs pieds. Enfin, le canyon s'élevait devant eux. Alors qu'ils s'approchaient de l'ombre des falaises noires qui se dressaient comme des crocs contre le ciel, Garrick pouvait sentir l'air changer brusquement, devenir chargé et électrique, comme si la planète les surveillait. Les extraterrestres ralentirent, puis les arrêtèrent, et elle murmura « Nous sommes proches » en s'agenouillant à côté d'un ressort en métal tordu qui sortait du sable. Sous cette crête, il y a une porte de conception ancienne, dit le guide en désignant ce qui semblait être une colonne vertébrale légèrement luminescente d'énergie résiduelle. Elle doit être activée manuellement. Garrick s'accroupit à côté d'elle et enleva la poussière du panneau qu'elle avait exposé. Le seau était intact, mais le nœud de contrôle ne l'était peut-être pas. Si je peux relier ce nœud à une boucle de charge, nous pouvons simuler le signal d'activation au moins suffisamment pour forcer le mécanisme à s'ouvrir, murmura-t-il, tout en sortant déjà des fils de sa besace, ses doigts parcourant l'architecture ancienne de l'écriture pré-empire qui précédait l'expansion humaine dans ce cadran de plusieurs siècles. Après qu'Ailien ait donné le feu vert, Garrick commença à travailler en silence, comme il le fait toujours lorsqu'il est en plein travail de réparation. Leela gardait un œil attentif sur les parois du canyon, ses mouvements imitant ceux d'un prédateur, et elle parla doucement mais clairement. « Nous ne sommes pas seuls. » Garrick leva les yeux du panneau demandant « Es-tu sûr ?» Leela répondit sèchement « Je peux les sentir. » Ailien se tendit mais ses mains restèrent instables. Après avoir fait la partie difficile, exposer les portes, ils frapperont comme des lâches si nous prenons le risque d'une frappe ouverte en premier. Garrick resta concentré sur le redirectionnement du circuit de puissance à travers un ancien condensateur, ce qui fit clignoter le circuit 2 fois avant de se déchaîner et d'illuminer le panneau dans une vague vacillante. Terrain inégal, sable mouvant, et un faible grondement résonnait sous le sol du canyon, alors qu'une longue trappe courbée s'ouvrait, envoyant la poussière s'élever en petits nuages, tandis que des hydrauliques anciennes s'éveillaient avec un sifflement. Ils avaient découvert la porte, et maintenant chaque chasseur, les observant depuis les falaises, le savait aussi. Le silence qui suivit n'était pas calme, mais plutôt aigu et tendu, comme retenir son souffle avant le premier tir. Avec sa ceinture à outils en bandoulière, Garrick observa les sœurs manœuvrer pour le flanquer. Ailien était à sa droite et Leela à sa gauche.
Leur posture reflétait la sienne, alerte et prête, et elles échangèrent un regard avec lui, comme si toute cette mission tordue avait culminé en ce secret caché réémergeant sous leurs pieds. Garrick regarda alors entre elles et en bas vers la trappe. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y avait plus de retour en arrière. La trappe s'ouvrit avec un sifflement d'avertissement plutôt qu'une invitation. La vieille machine se mit à vibrer alors que l'air était libéré de la chambre scellée en dessous, créant des colonnes de sable qui tourbillonnaient comme des spectres dans les ombres du canyon. Reculé, Garrick se couvrit les yeux de la poussière ainsi que de l'impulsion soudaine de lumière bleu pâle qui émanait du canal secret. La lumière illuminait un long tunnel taillé dans la roche, ses murs parsemés de veines de circuits qui pulsaient comme des artères. Quoi que ce soit, ce n'était pas simplement une ruine. Aylen hocha la tête sans hésitation et se mit en avant, sa posture inébranlable et sa queue basse et stable derrière elle. Lila suivit plus prudemment ses oreilles, tressaillant à chaque vibration, et ses griffes sortant légèrement de leurs gaines, juste assez pour rappeler à tous qu'elle était prête à frapper si les murs décidaient de se refermer. La créature semblait vivante à sa manière, bourdonnant d'une puissance dormante. Dès que la botte de Garrick toucha le seuil, les lumières montées au sol commencèrent à illuminer le passage descendant par une série de petites éclairs, provoquant une chute dramatique de la température et remplissant ses narines de l'odeur métallique épaisse de l'air ancien. À mesure qu'il descendait plus profondément dans la structure, il devenait évident que ce n'était pas une station relais Stargate ordinaire. Les murs portaient une écriture extraterrestre incompréhensible que personne ne pouvait déchiffrer, mais Garrick discernait des conduits d'alimentation, des grilles de protection d'urgence et un panneau de jonction qui semblait visiblement plus jeune que l'architecture environnante. Il maintenait une prise ferme sur son pistolet à impulsion, tandis que l'autre tenait la trousse de réparation drapée sur son épaule. Avec un léger bip, la surface s'illumina sous le toucher d'Aylen, scannant la zone. Un piédestal se leva du sol devant eux, dévoilant progressivement un noyau sphérique suspendu dans un champ d'énergie. « C'est ça », murmura-t-elle, « c'est ce que les anciens traquaient. Soit quelqu'un était venu ici récemment, soit la technologie avait évolué d'elle-même s'adaptant à sa propre dégradation. » Aylen s'arrêta soudainement et posa sa paume sur le mur. Alors que Garrick s'approchait, il examina soigneusement le champ autour du noyau catalyseur qui servait d'allumage pour une porte de seau profonde. En s'enquérant de son âge, Garrick put immédiatement visualiser sa structure dans son esprit. Aylen répondit qu'il était plus ancien que notre monde d'origine et j'oserais dire qu'il était plus ancien que le vôtre aussi. « Et nous ne sommes pas seuls », dit Leila d'un ton ferme. « Même trace de parfum qu'avant. » Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle examinait la pièce. Ils ont probablement atteint cet endroit, mais n'ont pas pu y entrer car ils attendaient que nous fassions le travail difficile avant de bouger. Des gens timides. Pour évaluer le bâtiment, Garrick agissait rapidement. « Nous devons quitter cet endroit, » déclara-t-il. « Vous n'êtes pas dans une salle de contrôle. » L'alien hocha la tête continuant à scanner l'interface autour d'eux. C'est une chambre de lancement. Elle a été conçue pour alimenter un seau de porte pour des vaisseaux de la taille de ville. Cependant, sans un relais pour la stabiliser, extraire le noyau fera s'effondrer tout le canyon. Pas de récupération, pas d'évasion, juste un cratère et 3 cadavres. C'était le dernier recours. Ensuite, nous nous assurerons qu'il est stable. Mettez le relais en marche. Profitez-en. Assurez-vous d'abord qu'il soit efficace, puis ils voudront nous le voler. Nous pouvons les laisser avec rien d'autre que de la poussière, si nous le survolons et emportons tout le noyau avec nous. Le risque était connu de Garrick. Il pouvait détruire tout ce qui se trouvait dans un rayon de 500 mètres autour du boucle de rétroaction s'il connectait le relais de manière incorrecte ou si les batteries restantes dans son sac mouraient pendant la calibration. Rester ici, cependant, c'était attendre de mourir, et il en était bien conscient. En retirant le stabilisateur de son sac, il s'est agenouillé et a commencé à reconstruire les connexions. « Calme-toi une minute », dit-il. Alors qu'Ailien prenait position du côté droit du passage et Lila du côté gauche, il se donnait l'ordre de maintenir le tunnel sécurisé.
Ils restaient silencieux, mais leurs actions étaient désormais coordonnées. Pas de dispute, pas de regarder par-dessus son épaule, juste faire le travail. Les dernières connexions ont été soudées par Garrick et il a lancé la première impulsion. Soudain, le stabilisateur cessa de bourdonner. Il grimaça, réajusta l'alignement et réessaya. Pas une seule chose. La pièce commença à trembler presque immédiatement, comme si un énorme cœur recommençait à battre pas violemment mais progressivement. Une douce lueur bleue se répandit dans toute la pièce, alors que les murs pulsaient de lumière après une longue nuit de sommeil. Garrick s'inquiéta brièvement que le champ d'énergie en expansion du noyau ne se déchaîne et détruise la plateforme, mais la menace était infondée. Le résultat était valide. Tout allait bien avec la calibration. Puis, un autre type de puissance a fait trembler le sol. Il y aura bientôt d'autres paires de bottes et des bruits de pas. D'une voix calme mais nerveuse, Leela annonça leur arrivée. Garrick murmura quelque chose sous son souffle et mit le stabilisateur en mode verrouillé, expliquant qu'il ne tiendrait que 10 minutes avant de nécessiter une nouvelle charge. La fenêtre était celle-là. « Nous ne pouvons pas nous battre ici, donc nous devons sortir d'ici », ajouta-t-il. Au bout de la pièce, Ailien fit signe qu'il était temps de faire sauter le noyau. « Une autre issue est disponible. » Leela haussait un sourcil. « Nous faisons confiance aux suppositions maintenant. » Garrick ne perdit pas de temps à demander « En avez-vous une meilleure ?» Il saisit rapidement le stabilisateur, le mit dans un étui et se précipita vers le couloir qu'Alien avait indiqué. Malgré le passage plus étroit, la pente plus raide et les débris qui rendaient un chaque pas risqué, le bruit de l'équipe d'assaut approchant derrière eux devenait de plus en plus fort. Les extraterrestres ralentirent juste assez longtemps pour tirer une seule rafale d'étourdissement dans le passage qui ne toucha personne, mais déclencha une cascade de poussière d'une section de mur en ruine, leur achetant du temps que Garrick utilisa.